Alors merci de nous avoir rejoints ce soir pour cette deuxième séquence de notre cycle d'université populaire sur l'eau, ce bien commun, ce bien précieux, très précieux, puisque c'est de la vie de la planète dont il s'agit. D'abord, merci pour ce rappel, j'aurais besoin de le faire, puisqu'il vous rappeler brièvement ce que nous avons vu et analysé il y a 3 semaines, je suppose, je crois. Et puis merci à vous d'être venus aussi pour cette deuxième partie sur la ressource en eau, sur l'or bleu. J'ai mis le plan que je vous avais proposé ici à la première séance. Nous avons vu les 2 premiers points, c'est-à-dire l'eau sur la planète, comme ça a été rappelé, et puis les principaux conflits sur l'eau à travers quelques exemples, les exemples peut-être les plus significatifs, que sont le Nil, le Mékong et puis le Jourdain. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler de ce qui se passe au niveau international au plan des négociations, et puis on va parler également au niveau technique de la ressource, comment on peut faire évoluer la ressource, comment on peut éventuellement faire face à ces problèmes de pénurie futurs qui s'annoncent. Première partie de cet exposé, la régulation des conflits de répartition des volumes et la qualité de l'eau. Je vous ai dit que, bien sûr, nous, on ne s'en rend pas vraiment compte puisqu'on est dans une région où l'eau, 700 mm, bien répartie en règle générale, peut-être pas cette année, mais sur l'année, donc il n'y a pas de gros soucis de quantité, de disponibilité d'eau, mais ce n'est pas le cas pour la plupart des pays sur la planète. Et ici, on peut s'apercevoir que c'était recensé par un institut américain. Il y a eu entre 2010 et 2013 41 guerres ou conflits qui sont survenus sur la planète à propos de cette ressource. Bien sûr, souvent ces guerres sont déclarées pour des causes différentes, mais la véritable raison, c'est l'accès à l'eau, l'accès aux fleuves. Et ces conflits étaient pressentis comme religieux, politiques, économiques, mais ont finalement débouché sur une lutte pour posséder la ressource en eau. Et puis, depuis 2010, il y a eu un progrès au niveau de l'ONU, puisque les pays de l'ONU ont déclaré que l'eau est un droit fondamental de l'homme. Alors c'est quelque chose de nouveau. Auparavant, l'ONU, les nations ne s'en occupaient pas, laissaient les pays riverains s'entendre, négocier entre eux. Et puis, rappelez-vous également, c'est Daesh qui voulait empoisonner un réservoir en Irak. Ce grand réservoir, ce grand barrage alimente en eau potable toute une grande région, une vaste région en Irak, je crois la ville même de Bagdad. Et ils envisageaient d'empoisonner l'eau de façon à la rendre impossible à boire. Et effectivement, c'est un élément de conflit et de guerre, si l'on veut. Ici, cette carte, elle est peut-être pas trop facile à lire, mais on a au niveau international la répartition de l'eau et des eaux usées. Les eaux usées, elles sont pour 80% environ, elles sont libérées dans l'environnement. Elles sont libérées dans l'environnement et elles sont chargées en métaux lourds et puis également en microbes, notamment des colibacilles qui viennent des produits fécaux que nous déversons. À ce niveau-là, personnellement, je vais de temps en temps en Haïti, et en Haïti, il y a eu une épidémie qui n'est pas terminée de choléra. Et le choléra, il n'y avait pas de choléra avant que la force des Nations Unies vienne s'interposer au niveau politique, parce qu'il y avait des conflits, des troubles en Haïti. Il y a une force qui est venue. Et il y avait, parmi les militaires, il y avait des Népalais. Et au Népal, on a l'habitude
de faire ses besoins le matin dans un ruisseau, dans une rivière. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quelques militaires ou des militaires népalais ont fait ce qu'ils ont de coutume de réaliser chez eux. Et puis certains d'entre eux avaient sans doute le bacille du choléra. Et ça a infecté le pays parce que le choléra après s'est répandu compte tenu que au niveau hygiénique c'est très très défavorisé, il y a très peu de traitement de l'eau, etc. Donc il y a eu une grosse épidémie de choléra qui n'est toujours pas terminée et les recherches ont montré que c'était le bacille du choléra du népalais qui était à l'origine de cette épidémie. Donc l'eau, vous pouvez remarquer qu'en Afrique, une partie de l'Asie, enfin presque toute l'Asie, mis à part la Sibérie, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, eh bien l'eau est en quelque sorte des stations est libérée dans la nature et puis il y a des gros problèmes de bactéries. Alors, on a pas, bien sûr, c'est important de savoir que dans les autres pays, on ne réagit pas de la même manière. Et quand, si vous allez à l'étranger fréquemment, on vous dit qu'il faut boire de l'eau en bouteille, hein, parce qu'il n'y a pas de système d'épuration, de traitement d'eau suffisant. Et l'année dernière, c'était quelque chose de nouveau. C'est à New Delhi. À New Delhi, il y a donc une société française qui a équipé en eau, qui a fait les infrastructures pour traiter l'eau et distribuer l'eau. Et c'était quelque chose de tout à fait nouveau. New Delhi, c'est la capitale de l'Inde. L'Inde, c'est plus d'1 milliard d'habitants et les Indiens donc commencent à avoir de l'eau potable au robinet. On va voir ça un petit peu, un extrait avec ce film. Le réchauffement climatique pourrait accentuer des phénomènes comme El Niño et ses pluies torrentielles, mais aussi évidemment des épisodes de sécheresse comme ceux qui sévissent en ce moment au Nigeria ou dans l'est de l'Afrique. Et qui dit sécheresse dit famine. En cette journée mondiale de l'eau, l'UNICEF annonce qu'1 400 000 enfants risquent de mourir très rapidement dans ces régions. La quantité d'eau n'est pas le seul problème pressant, la qualité est aussi un véritable enjeu de santé. Les 2 tiers des habitants de la planète n'ont pas un accès régulier à de l'eau potable. C'est le cas en Inde, mais les choses changent peu à peu dans la capitale. Un quartier de New Delhi vient d'être raccordé à l'eau potable, un chantier titanesque mené par le groupe français Suez. Reportage Camille Deschamps, Félicia Poletti. Une supérette, comme il y en a des milliers en Inde. Et pourtant, derrière ces murs, une révolution est en marche. Rajveer, le gérant de l'établissement, a passé presque toute sa vie à New Delhi. Et comme tous les habitants de la capitale, jamais il n'aurait osé faire ça. Maintenant, l'eau qui coule du robinet est pure. On peut même remplir nos bouteilles avec. Avant, je devais aller au marché tous les jours pour acheter 2 bidons de 20 litres d'eau. Ça me coûtait 40 € par mois. Je devais sans cesse me préoccuper d'économiser de l'argent. Maintenant, je suis plus tranquille. Avec cette eau, je peux tout faire, boire, cuisiner et me laver. Depuis 4 mois, ce quartier UP est le premier de New Delhi à avoir de l'eau potable au robinet. Pour Sadhana et Pratap, au-delà de l'aspect pratique, c'est aussi un symbole. C'est un pas vers la mondialisation. Dans les pays développés, ça fait longtemps qu'on peut boire l'eau du robinet. C'est un moment historique. Nous sommes très fiers d'être le premier quartier de New Delhi à avoir accès à l'eau potable 24 heures sur 24. Même si la majorité des riverains hésitent encore à la boire, ils sont déjà 7000 à bénéficier de ces nouvelles mesures de traitement de l'eau. Derrière ce projet à 20 millions d'euros, une entreprise française, Suez, va chercher l'eau dans un endroit pour le moins surprenant. Au départ, l'eau vient du Gange, en fait. Et donc on la traite, on a une usine de traitement qui rend cette eau potable. Le problème, c'est qu'elle se contamine dans les réseaux si les réseaux ne sont pas sous pression. Des réseaux vides, il y a des infiltrations d'eau polluée qui peuvent rentrer dans le réseau et polluer l'eau. Un travail de titan. La moitié des tuyaux du quartier a dû être remplacée. D'ici 8 ans, 400 000 personnes devraient avoir accès à l'eau potable. Mais à l'autre bout de la ville, la situation est loin d'être aussi réjouissante. Dulcie habite dans le bidonville de Gigi Colony.
Là-bas, pas la moindre goutte d'eau potable. Pire, ici c'est du poison. C'est dangereux pour tout le monde. C'est plein de germes, de bactéries. Il y a même des égouts qui se déversent ici. Il y a des produits chimiques qui viennent des usines. Vous croyez vraiment qu'on peut boire cette eau? Elle se mélange avec l'eau que vous voyez ici. Chaque année en Inde, environ 140 000 enfants meurent de diarrhée après avoir bu de l'eau non potable. Donc on peut voir ici le contraste entre deux quartiers de New Delhi. Bon, ils ont commencé par le quartier UP, si on veut, pour distribuer l'eau potable, et puis les quartiers donc, défavorisés où l'eau est insalubre et même poison, hein, comme ils le disent. Donc c'est un point important, et notamment les canalisations. Ils ont parlé des canalisations, parce que s'il y a une fuite dans la canalisation, s'il y a un trou, quand il n'y a plus d'eau, elle va absorber l'eau de drainage de la route, enfin, ou du fossé, où passent les tuyaux, et donc, bien sûr, ça va se mélanger avec de l'eau qui n'est déjà pas très potable. Donc, les eaux usées constituent une précieuse source d'eau et de nutriments, c'est-à-dire que de plus en plus, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on fait attention à ces eaux usées en pensant qu'on va pouvoir les réutiliser, soit pour des besoins, on va le voir, agricoles, ou pour des besoins de consommation. Pour l'ONU, donc c'est la définition qu'ils ont donnée. Donc les eaux usées sont le nouvel or noir, et puis je vais vous montrer quelques exemples. Donc il y a des nouvelles stations d'épuration qui sont créées, notamment au Mexique. Il y en a également en Espagne, et puis on va le voir à Singapour. Et ces stations d'épuration ont pour but de purifier l'eau et de la rendre propre à l'utilisation pour des besoins d'irrigation, par exemple, et puis dans les cas les meilleurs, même pour la boisson. Ici, c'est une photo d'une station d'épuration à Singapour. Et puis, apparemment, il y a la même station qui a été créée en Namibie. En Namibie, c'est dans le sud de l'Afrique, c'est donc désertique. Et je suppose que l'eau est très rare et très chère et précieuse. Donc, également, on peut citer le cas de la réutilisation des eaux de traitement en France. Notamment c'est autorisé depuis 2010 seulement, de façon très encadrée, pour l'arrosage des espaces verts et des golfs, ainsi que pour l'arrosage des terrains agricoles. Les terrains agricoles, qui dit arrosage des terrains agricoles, c'est plus délicat, parce que si vous avez les coli, par exemple, dans l'eau qui demeure, on contamine également les plantes, que l'on consommera. Mais avec les nouveaux moyens de purification, on va aller vers de plus en plus d'utilisation des eaux de traitement, des stations d'épuration. Donc, on arrive dans certains pays, et notamment à Singapour, à boire l'eau recyclée. Donc, également à San Diego, aux États-Unis. San Diego, l'eau recyclée est réinjectée dans le circuit d'eau potable de la ville. Et puis, on peut citer également la Vendée qui va faire une retenue d'eau, parce qu'en Vendée, on manque d'eau potable également, dans certaines régions de Vendée. Et donc, il y a des projets de faire des retenues d'eau et puis ensuite de la réutiliser pour, peut-être dans un premier temps, pour l'arrosage, Donc, boire l'eau recyclée, on va voir ce petit reportage. Les progrès de la science Singapour en profitent également à sa façon. Cet état du sud-est asiatique, hier en pénurie d'eau sans nappe phréatique exploitable, dépendait totalement de la Malaisie voisine pour son approvisionnement. Singapour a su innover à tel point que l'île est aujourd'hui à la pointe sur le marché de l'eau. Un reportage de Charles-Henri Dupoisin. Dans ces bouteilles se trouve de l'eau d'une source surprenante. Ces personnes s'apprêtent à goûter aux eaux usées, filtrées puis recyclées de Singapour. Nommée New Water, l'eau nouvelle est principalement utilisée dans l'industrie,
mais elle coule désormais du robinet dans un nombre croissant de maisons. Et même les touristes l'apprécient. Bien sûr, ça a le même goût que l'eau. Elle est rafraîchissante, avec un arrière-goût assez doux. Mais le plus important est de savoir qu'elle est potable et qu'il y a un processus rigoureux pour la rendre propre. Et j'ai même lu sur leur site que cette eau dépassait tous les standards de l'OMS. Tous les écoliers du pays viennent visiter l'usine de retraitement à la découverte de cette nouvelle source intarissable. Singapour est une île sans nappe phréatique qui ne veut plus dépendre de la Malaisie voisine. Une indépendance qu'elle veut atteindre d'ici 2060, grâce notamment à la désalinisation de l'eau de mer, à la récolte des eaux de pluie dans différents réservoirs placés dans la ville, et surtout grâce à une grande marina et à son barrage qui sépare l'eau douce de la mer. De sa faiblesse, Singapour fait une force et devient ainsi un nouveau centre du marché de l'eau en Asie. Nous n'avions que 50 entreprises dans le domaine de l'eau il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a 180. Nous avons un lieu qui s'appelle le Water Hub, où les entreprises peuvent se rencontrer et développer tout un écosystème et une industrie autour de l'eau. Un environnement propice dans lequel l'entreprise de David Pong prospère. Depuis 3 ans, cet hydro-entrepreneur développe de nouveaux types de filtres à eau. Nous sommes en train de réaliser le manuel de notre nouveau produit que nous lançons dans 2 mois. Un quart de la population mondiale boit toujours une eau impropre. Ces nouveaux filtres pourraient révolutionner leur quotidien. Si nous n'étions pas à Singapour, nous aurions mis plus de temps pour acquérir certaines technologies. Et aussi pour avoir la bonne expertise pour développer la technologie adéquate pour nos filtres à eau. D'ici à 2025, le marché mondial de l'eau devrait atteindre 1000 milliards d'euros. Un marché lucratif qui génère de nombreuses convoitises, car l'eau pourrait devenir la première source de tensions géopolitiques au XXIe siècle. Donc voilà un peu le futur, hein, pourquoi pas à la chapelle, hein. Donc de l'eau en bouteille, de bons millésimes vraisemblablement. Donc je vous ai dit il y a quelques semaines qu'il y avait environ dans le monde 263 cours d'eau internationaux, c'est-à-dire des cours d'eau où le fleuve coule sur plusieurs pays. Et on recense environ 158 de ces cours d'eau où il y a un début de dialogue, de coopération dans certains cas, dans le meilleur des cas, et où les pays se réunissent pour tenter de gérer cette ressource. Donc il y a bien sûr des institutions de gestion commune, on va en découvrir 2 ou 3 dans cet exposé. Et on peut dire qu'il y a par exemple un bassin, notamment le bassin du Sénégal, qui est géré de façon tout à fait adéquate par plusieurs pays. Et puis il y a bien sûr d'autres bassins où on n'est pas rendu à ce stade de rencontre et de négociation. Les Nations Unies, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc voilà le libellé de l'accord aux Nations Unies, le droit à l'eau potable et à l'assainissement sans danger et propre en tant que droit de l'homme, et qui est essentiel à la pleine jouissance de la vie et à tous les droits de l'homme. Donc il y a aux Nations Unies donc une commission qui aujourd'hui travaille sur ces problèmes de droit de l'eau et qui tente d'harmoniser les points de vue des différents pays sur les fleuves internationaux. D'autre part, il y a eu également le protocole de Kyoto, qui est un accord international et puis juridiquement contraignant sur les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier, et qui également inclut la Convention sur la diversité biologique. Tout ça va dans ce cadre-là, de préserver les ressources en eau et la qualité de l'eau. Au niveau de l'Union européenne, on a uniquement une directive cadre, parce qu'en Union européenne, nous avons des fleuves, au niveau de la quantité d'eau, on a pratiquement suffisamment d'eau dans tous les pays. Mais par contre, il y a une directive cadre sur la qualité.
qui tente de protéger et restaurer les fonctions écologiques et physiques de l'eau, donc au niveau de l'Union européenne. Et puis, également, on doit donner des informations accessibles au public sur l'état de l'eau. Et c'est ce qui se passe quand on reçoit maintenant notre facture. On a donc les résultats des analyses qui sont réalisées et parfois des comparaisons entre différentes sources d'eau au niveau, par exemple, de la Loire-Atlantique. Vous avez peut-être tous remarqué ça. Donc, protection de l'eau dans le contexte des conflits armés. Alors, donc, il y a l'article 29 de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Donc, il y a un certain nombre de droits qui doivent être respectés si les pays sont en guerre et s'il y a des luttes entre les différents groupes ou les différents pays. Alors, sur la droite, vous avez une petite carte qui montre le fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal, qui, bien sûr, passe au Sénégal en majeure partie, mais qui a des rivières, des ruisseaux qui l'alimentent, qui sont en Mauritanie, qui sont au Mali, et puis, attendez, c'est le Ghana. Oui, au Ghana. En Guinée, pardon. En Guinée. Alors ici, un exemple, c'est les 6 pays à Lomé, qui sont réunis à Lomé pour l'élaboration de la charte et l'autorité du bassin de la Volta, donc c'est un autre fleuve africain. Donc ils tentent de se répartir cette ressource parce que ce sont des pays qui ont une population qui augmente, qui ont des besoins en eau de plus en plus importants. Et vraisemblablement, ceux qui sont en amont voudraient conserver la ressource, puisque fréquemment l'eau tombe chez eux. Donc il y a 25 millions d'habitants qui sont directement concernés dans ce bassin de la Volta. Et il y a donc des programmes qui ont été mis en œuvre et qui sont en action aujourd'hui pour justement gérer cette ressource. Alors, un autre fleuve dont on a parlé il y a 3 semaines, c'est le Mékong. Alors le Mékong, donc les pays riverains ont créé le Mekong River Commission, qui a été créée en 1995 pour essayer de voir comment on pouvait coopérer, comment on pouvait gérer cette ressource. Alors, donc les pays concernés, ce sont le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, mais cependant, comme vous pouvez le voir, il y a 2 pays qui ne participent pas, et ces 2 pays sont la Chine et puis la Birmanie. La Birmanie, le Mékong ne passe pas en Birmanie, mais il y a des fleuves, des rivières qui prennent leur source en Birmanie. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment une coopération qui permet de bien gérer cette ressource. On a vu la fois précédente que les Chinois avaient fait 3 grands barrages sur le Mékong. On a vu, je vous avais dit également que le Laos avait en projet 70 barrages sur les affluents du Mékong pour faire des barrages hydroélectriques et devenir ce qu'ils appellent la pile de l'Asie et vendre ensuite l'électricité à la Thaïlande, voire au Vietnam. Alors un autre fleuve important, on va changer un peu de région, là on part en Amérique, c'est le Colorado. Alors le Colorado il prend sa source bien sûr la montagne rocheuse aux États-Unis. Il descend vers le Mexique, l'embouchure du Colorado est au Mexique. Et le Colorado est très important pour un certain nombre d'États américains puisque ça va être une source d'eau pour notamment l'irrigation de vastes zones de culture, maïs, soja par exemple, qui exige beaucoup d'eau. Et puis il va également être une source d'approvisionnement en eau pour des grandes villes comme Las Vegas. Et vous savez que dans
comme à Las Vegas par exemple, malgré qu'on est dans le désert, on va irriguer ou arroser les pelouses, on va faire des choses, du gaspillage avec cette eau qui est très précieuse. Et donc, arrivé à l'embouchure, depuis une dizaine d'années, il n'y avait plus d'eau qui coulait à l'embouchure du Colorado. Donc, et il y a eu donc une négociation avec les États-Unis pour ouvrir un barrage de façon à remettre de l'eau dans l'embouchure du Colorado d'une façon provisoire. Alors, ce qui s'est passé, on va le voir par un petit film, c'est que l'eau est bien arrivée, enfin ils ont bien ouvert le barrage, il y a eu de l'eau qui est arrivée, qui a nettoyé cette embouchure, mais les Mexicains ont remarqué que l'eau était très très polluée. Elle était polluée d'abord parce que, comme le Colorado sert pour irriguer des vastes cultures, enfin des vastes surfaces en culture, eh bien il y a des engrais, il y a des nitrates, il y a des pesticides qui se retrouvent ensuite dans l'eau de drainage et l'eau de drainage retourne dans le Colorado. Et puis il y a des grandes villes qui sont traversées et peut-être que les stations d'épuration ne sont pas suffisamment efficientes. Donc l'eau du Colorado est très très polluée à l'embouchure. Mais ça a été, il y a quelques, on va voir dans le film, ça fait pas très très longtemps qu'on a ouvert donc les vannes pour que dans l'embouchure du Colorado, il y a encore de l'eau qui aille jusqu'au Pacifique. Par des centaines de petits chenaux, l'eau salée pénètre de plus en plus loin dans les terres. Sevré d'eau douce, le sol de l'estuaire se recouvre d'une croûte de sel dont la surface ne cesse de s'étendre. La situation empire d'année en année, tant que la sécheresse perdure. Peu de plantes y survivent. Mais tout n'est peut-être pas perdu. En 2014, le barrage Morelos a offert un spectacle inédit depuis des décennies, l'ouverture des vannes. Pendant 8 longues semaines, le Colorado a pu couler librement. Pour la première fois depuis longtemps, le lit du fleuve était à nouveau rempli d'eau. Qu'est-ce qui a rendu possible cette opération? Pendant plusieurs années d'affilée, le Mexique n'avait pas épuisé ses droits d'usage. L'eau non utilisée était restée stockée dans le lac Mead. C'est alors qu'une fondation écologiste, l'Institut Sonoran, a suggéré d'utiliser une partie de cette réserve pour inonder l'ancien lit du fleuve. Lorsqu'ils ont ouvert les vannes du barrage Morelos, ça a été un moment unique, très fort, car nous l'attendions depuis 15 ans. Et c'était enfin là. Après tout ce temps, vous pouvez imaginer comme nous étions heureux et touchés. On en avait les larmes aux yeux. L'événement a attiré les habitants des villes et villages environnants. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas conscience de vivre au bord d'un fleuve. L'eau a peu à peu creusé son sillon.
jusqu'à atteindre l'embouchure. L'eau douce verdâtre et l'eau de mer bleue se sont mélangées à nouveau. Les vannes du barrage sont désormais refermées. Pour Francisco Zamora, qui a piloté l'initiative pour l'Institut Sonoran, l'opération a été un succès car elle a fait renaître l'espoir. Le lâcher d'eau a montré qu'une nature laissée pour morte pouvait renaître, sous certaines conditions. Donc vous avez pu entendre que depuis... vous n'avez pas vu d'eau dans l'estuaire du Colorado depuis 15 ans. Et pour eux, ils ont fait la fête, hein, mais malheureusement, ils ont refermé les vannes, quoi. Donc on peut imaginer ces situations si c'était la Loire, hein, où il n'y avait plus d'eau qui coulait vers l'estuaire, vers Saint-Nazaire par exemple. Et là, on voit comment le Colorado, bon, c'est un fleuve de sable, hein, ensablé, on voit très bien. Et puis, le problème, c'est que l'eau du Colorado est utilisée donc, pour l'agriculture en grande partie, et puis pour les villes, pour les besoins des habitants, et bien sûr, et puis parfois pour irriguer les terrains de golf dans le désert, notamment dans le désert du Nevada. Alors, au niveau mondial, on peut également noter hein, qu'il y a des projets de transfert massif entre différentes régions. On va en évoquer deux. Alors, tout d'abord, au Brésil, il y a un projet qui concerne un fleuve qui fait 20 km de large quand il rejoint l'Amazone, c'est le Taparos. C'est donc un fleuve très important qui coule, qui vient du Pérou, qui prend sa source au Pérou. Et l'eau est relativement propre. Elle est relativement propre. Le pH de l'eau est faible, il est de 4,5 parce qu'il y a des feuilles de la forêt amazonienne qui se décomposent dans l'eau et qui la rendent plus acide. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de moustiques dans ces régions, parce que les moustiques ne peuvent pas se développer, ou du moins les larves de moustiques ne se développent pas dans l'eau qui a un pH bas. Alors donc, et elle est propre parce que c'est un fleuve qui est ensablé, donc qui filtre aussi l'eau. Donc les Brésiliens essaient de conserver cette pureté de l'eau du Taparos parce que s'il se jette dans l'Amazone, mais l'Amazone, le fleuve est plutôt sale, enfin, il y a beaucoup d'argile, il y a par contre, le Taparos, les bateaux de mer arrivent jusqu'à Santarém, qui est à 500 km de la côte atlantique. Les gros bateaux arrivent jusqu'à Santarém parce que c'est un port qui est utilisé pour l'exportation du soja. Donc il y a des grosses installations Cargill notamment à Santarém. Et ils se disent que demain, ils pourront faire venir des bateaux citernes qui chargeront de l'eau du Taparos pour éventuellement fournir des villes qui manqueraient d'eau. Donc c'est des projets qui certainement verront le jour peut-être dans 10 ou 20 ans. Il y aura les premiers bateaux qui viendront charger de l'eau dans la région de Santarém. Un projet également, pour l'instant il n'y a pas eu de vente, mais les Turcs sont prêts à justement faire la même chose avec les barrages qu'ils ont réalisés sur le Tigre et l'Euphrate. Donc il y a des grands barrages qui ont été réalisés aujourd'hui et ils savent que les Israéliens, les pays comme la Libye, voire l'Égypte peut-être, donc les pays de la Méditerranée auront besoin d'eau demain et également ils espèrent pouvoir vendre cette eau à ces pays. Bien sûr, on n'a pas parlé la dernière fois, mais ces grands barrages sur le Tigre et l'Euphrate, les victimes, ce sont les pays en aval, c'est-à-dire c'est la Syrie, et puis surtout
l'Irak, donc le Tigre et l'Euphrate faisant partie de ce qu'on appelle le croissant fertile au Moyen-Orient, et notamment en Irak. Et aujourd'hui, les palmeraies en Irak dessèchent et crèvent par manque d'eau. Et les Turcs, comme la population augmente également, ils essaient d'irriguer des plus grandes surfaces pour produire l'alimentation dont ils ont besoin. Alors là, d'autres projets, mais qui sont déjà réalisés, c'est les Chinois. Les Chinois, ils font des projets pharaoniques, ça leur fait pas peur. Et donc, ils ont déjà construit un grand canal, parce qu'en Chine, vous avez la mousson en juillet-août dans le centre de la Chine. Il y a même parfois des inondations, même des morts par inondation. Il tombe beaucoup d'eau, et puis le nord de la Chine manque cruellement d'eau. Le nord de la Chine, c'est une région où on produit le blé, où on produit les pommes de terre, enfin on produit beaucoup d'alimentation, donc c'est important pour la Chine. Et Pékin manque d'eau, parce que Pékin est proche du désert de Gobi. Et puis le fleuve jaune, je vous l'ai dit, et donc il est à sec maintenant l'été. Donc ils ont fait déjà un grand canal qui approvisionne en partie cette région du nord de la Chine. Et ils sont à creuser donc deux autres canaux très importants pour acheminer l'eau du centre de la Chine vers le nord. Ce sont des grands projets énormes, ils sont très forts en infrastructure, les Chinois, il faut le dire. En règle générale, moi j'en ai vu là-bas, ce sont souvent des prisonniers, qui font ces grands travaux. C'est-à-dire les Chinois, ils sont pour la réhabilitation par le travail, et donc les prisonniers sont les premiers donc, sur ces grands chantiers. J'ai vu, je suis passé quand ils construisaient la voie ferrée entre Pékin et Lhasa, cette voie ferrée qui fait plus de 1000 km à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc c'est quand même assez difficile de travailler à cette altitude. Eh bien, c'était beaucoup de prisonniers qui faisaient les travaux. Qui étaient, bien sûr, il y avait des gardiens, puis il y avait des chefs qui n'étaient pas prisonniers, bien sûr. Mais ceux qui faisaient le travail le plus dur, c'était les prisonniers. Et d'ailleurs, le fameux chemin de fer qui fonctionne aujourd'hui, eh bien, il a été fini avec 2 ans d'avance par rapport au plan. Alors, un autre sujet, c'est dessaler l'eau de mer. Alors, pour dessaler l'eau de mer, d'abord, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est de faire chauffer l'eau, et puis, comme dans une alambic, on récupère une partie de la vapeur qui se condense. Pour 2 litres d'eau chauffée, on en récupère 1 litre d'eau douce. Ça, c'est le premier procédé. Le deuxième procédé, c'est un procédé d'osmose inverse. Et ces 2 procédés, ils exigent des quantités très importantes d'énergie. C'est-à-dire, bien sûr, chauffer l'eau, ça coûte cher. Alors, il faut savoir que, mais je crois en avoir parlé, que les Saoudiens, par exemple, chauffaient l'eau qui récupéraient dans les puits de pétrole. Une fois que le pétrole on a fini de pomper le pétrole, l'eau étant plus lourde reste dans le fond dans le sous-sol. Ils pompent cette eau, mais elle est salée. Alors donc il faut la chauffer. Ils la chauffent avec du gaz. Ils ont du gaz, ils ont des gisements de gaz, donc ils chauffent cette eau. Et puis ils irriguent des grandes surfaces de blé. Alors pour irriguer, donc on utilise des instruments circulaires qui font 200 mètres environ de rayon, et puis qui tournent constamment toute la journée. Alors donc ils irriguent le blé, ils irriguent la luzerne par exemple, et puis ils ont à côté de tout ça des fermes avec des vaches laitières, et puis des vachers, des responsables hollandais souvent, et des vaches qui produisent 6-7 000 litres de lait par an, un peu comme chez nous. Mais comme il fait très chaud, ils sont obligés de les brumiser constamment tout l'été dans les stabulations. Alors ça, c'est très dispendieux, ça coûte
relativement cher à l'Arabie Saoudite. Et donc actuellement, ils essaient de produire la luzerne et d'acheter le blé et de produire la luzerne dans d'autres pays où l'eau est plus abondante. C'est possible, surtout dans les pays, comme on va le voir sur cette carte. Vous voyez la production d'eau, d'eau de mer, enfin d'eau douce à partir de l'eau de mer. Vous voyez que c'est surtout les pays du Moyen-Orient, bien sûr, parce qu'ils ont une ressource en énergie bon marché. Donc ils produisent beaucoup, puis ils manquent d'eau, ils n'ont pas de fleuve. Vous pouvez voir également l'Espagne, quand même, c'est quand même très important. Ils produisent également de l'eau douce, eux, pour irriguer les surfaces dans la région d'Almeria, maintenant, parce qu'ils ont utilisé complètement la nappe phréatique. La nappe phréatique est terminée. Maintenant, c'est l'eau de mer de la Méditerranée qui s'infiltre dans cette nappe phréatique. Aujourd'hui, ils utilisent donc le dessalement de l'eau de mer pour pouvoir irriguer les surfaces en serre, en tomates, en concombres, en poivrons que nous trouvons maintenant depuis quelques semaines sur nos étals de supermarchés. Donc c'est pas une solution très très intéressante. Ici c'est une photo d'une usine de désalinisation. Ça ne résoudra pas les problèmes parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir produire de l'eau. Alors ça, c'est le premier point. Et puis deuxième point, si on rejette 1 litre de saumure, je vous ai dit 2 litres d'eau de mer, 1 litre d'eau douce et 1 litre de saumure. Alors ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que dans toutes les régions où on produit cette eau douce, eh bien, on rejette l'eau salée dans la mer et la salinité de la mer augmente. Et il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'algues, on a détruit toute la vie biologique de la zone. Donc au niveau environnemental, c'est une catastrophe également, quoi. Alors par contre, il faut souligner qu'il y a des innovations dans ce domaine, et notamment une innovation française qui semble intéresser plusieurs pays. C'est à Saint-Raphaël qu'on peut l'avoir, c'est surtout très simple. Parce que je suis sûr que vous connaissez le système. Et il y avait une petite ruse à avoir pour pouvoir le pérenniser. Ce système, c'est tout simplement d'aspirer de l'eau de mer, de la laisser au soleil dans une bulle et de faire de la condensation. Et vous récupérez, bien sûr, les gouttelettes d'eau qui sont justement désalinisées. Enfin, il n'y a plus de sel. Après, vous pouvez remettre justement quelques sels minéraux à l'intérieur de cette eau. Mais du coup, cette bulle qui peut arriver à faire jusqu'à 10 litres d'eau potable, et c'est quand même assez sensationnel parce qu'il n'y a pas besoin d'énergie fossile. C'est 100% énergie renouvelable. Vous avez une ferme, regardez là, vous avez une ferme avec 5 bulles, l'eau monte. Alors la seule chose qu'il fallait trouver, c'est quand vous aspirez l'eau, vous aspirez également des résidus. De la terre, de la boue. Et donc ensuite, il faut quand ça reparte que ça ne bouge pas les canalisations. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est vrai, finalement, leur innovation, elle est presque plus là que sur l'idée de la bulle et de la condensation, qui est quelque chose d'assez connu. Mais pour des pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'ailleurs, les Chinois et le Moyen-Orient sont déjà intéressés par ces fermes pour pouvoir justement produire de l'eau douce. Regardez comment ça fonctionne. On est allé à Saint-Raphaël et vous pouvez aller voir cette ferme jusqu'au mois de décembre. C'est le principe de la distillation. Donc ça marche avec tout liquide qui contient la molécule d'H2O. Donc de l'eau avec de la boue. On a même fait des essais en laboratoire avec de l'eau et de l'acide chlorhydrique. On va vraiment récupérer la molécule d'H2O à l'état naturel et pur. Le principe de fonctionnement est tout simple. On a un petit panneau solaire qui alimente une toute petite pompe qui va puiser de l'eau de mer. Cette eau de mer va arriver dans un module central qui va avoir pour fonction de répartir après une fine lamelle d'eau à l'intérieur des sphères.
Le soleil après va chauffer donc ce plateau, il va y avoir une évaporation et la condensation en fait elle va être piégée à l'intérieur des sphères. Les micro-gouttelettes d'eau vont se former donc toujours à l'intérieur des sphères, elles vont couler le long des parois et au pôle sud donc, de ces sphères on va récupérer de l'eau pure, distillée, potable. Il n'y a absolument aucun minéraux à l'intérieur, il n'y a plus de germes, il n'y a plus de bactéries puisque on est monté à plus de 100 degrés. Et on va la reminéraliser, c'est les sphères qui, par un petit tuyau, vont redonner un petit peu de sels minéraux qu'elles vont prendre dans l'eau de mer qui aura été chauffée. Et donc on va pouvoir, à la sortie du système, directement récupérer cette eau et la consommer. Cette technologie n'utilise aucune énergie, j'allais dire fossile. Pour une journée d'à peu près 8 heures d'ensoleillement, on va pouvoir produire entre 10 et 12 litres d'eau. Donc un module fait suffisamment d'eau pour une famille de 5 personnes. Les utilisateurs de cette technologie sont surtout les pays en stress hydrique. Vous avez des pays qui manquent d'eau potable, donc qui s'équipent avec des centrales de dessalement qui sont énergivores, qui produisent beaucoup de CO2. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une eau qui n'est pas chère du tout, de consommer l'eau là où elle est produite et de refixer des populations. On peut imaginer des fermes de 200, 300 sphères, voire même un millier de sphères. On monte les sphères en série et on va en assembler autant que besoin. Le coût d'une sphère, c'est quelques centaines d'euros par module. La durée de vie, elle est liée à la durée de vie des matériaux qui la composent. Nous l'avons conçue pour qu'on ait une durée de vie de 30 ans. Ce sera certainement l'eau potable la moins chère au monde aujourd'hui. Ce qui est incroyable, hein, oui, c'est ça, c'est que là, on peut imaginer énormément de développement. Puisque ça marche au solaire, hein, il n'y a pas d'énergie fossile pour faire fonctionner la pompe, et ça peut marcher également avec une éolienne, exactement. Et donc, beaucoup de pays sont déjà intéressés pour justement produire leur propre eau potable comme ça. Même imaginer un cargo sur le long des côtes désertiques qui fabriquerait de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Merci beaucoup, c'est une jolie note d'espoir. Donc vous voyez, il y a des avancées techniques. Bon, bien sûr, c'est pas pour produire de l'eau pour l'instant en très très grande quantité, mais ça peut être des solutions pour des gens, pour un foyer, etc. Apparemment, quelque chose d'innovant et d'assez intéressant. Alors, on arrive à la dernière partie, donc il va falloir porter l'attention sur les techniques qui visent à un usage raisonné de l'eau, hein, et à conserver la ressource et à économiser. Dans les pays en développement, le rôle des femmes est important dans la gestion de l'eau, hein, parce que c'est elles qui ont cette corvée d'apporter l'eau au foyer et d'aller chercher l'eau parfois très loin dans la ville ou plutôt dans la campagne. Donc c'est important que les femmes, notamment dans les pays en développement, soient intégrées dans cette recherche justement de meilleure gestion de l'eau. Économiser l'eau, bien sûr, c'est important. Il y a l'irrigation, notamment une grande partie de l'eau, on l'a vu, je vous avais dit que 35% de l'eau qui était utilisée pour l'irrigation était perdue par le drainage, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui s'en va avec l'évaporation, il y a une autre partie qui est drainée ou qui ruisselle et qui n'est pas disponible par les plantes. Donc de ce côté-là, il y aurait beaucoup à faire de façon à économiser l'eau et donc en rendre plus disponible. Alors il y a des techniques au niveau agricole qui existent pour économiser l'eau, notamment ce qu'on appelle l'irrigation localisée, l'irrigation goutte à goutte. Ça existe, et puis ces techniques elles sont utilisées chez nous dans les serres par exemple, surtout dans les serres, un peu en plein champ, mais pas suffisamment vraisemblablement. Et puis ce qu'il faut dire sur ces techniques, c'est Israël qui est précurseur et qui développe des solutions très très efficientes, parce qu'effectivement ils produisent beaucoup de légumes, de fruits et légumes, et ils utilisent l'eau du Jourdain. On a vu que l'eau du Jourdain était rare, était sale aussi, et donc Israël, ils sont très en avance sur nous sur ces questions.
Autre possibilité, c'est de faire en sorte que les agriculteurs créent des lacs collinaires, de façon à récupérer l'eau de pluie de l'hiver, du printemps, d'automne, hiver-printemps, et d'utiliser pour les besoins d'irrigation l'été. Ça serait aussi un moyen pour économiser cette ressource d'eau. Enfin, ça existe déjà, hein, mais vous savez, ça pose aussi d'autres problèmes, parce que le barrage dans le sud-ouest, comment il s'appelle oui, donc il y a eu quelques remous, et puis ce barrage, il ne va pas se réaliser. Rendre l'eau aussi propre qu'on l'a reçue, alors ça, c'est un point qui devrait maintenant être de plus en plus intégré dans nos têtes. Donc il y a l'eau, par exemple, des pesticides. Les pesticides, c'est vrai que certains se dégradent, d'autres mettent énormément de temps à se dégrader. Tout dépend un petit peu de leur composition chimique. Et puis on va les retrouver donc dans l'eau des rivières et puis dans l'eau, par exemple, de la Loire. Hein. Il y a la question des algues vertes, notamment en Bretagne, mais il n'y a pas qu'en Bretagne, et c'est surtout dû aux nitrates, l'épandage des nitrates. Vous avez l'eutrophisation de l'eau. L'eutrophisation de l'eau, si on regarde par exemple l'Erdre l'été jusqu'au 15 septembre, l'Erdre est verte. Pourquoi? Parce qu'il y a des micro-algues, des algues très, très petites, microscopiques, mais en très très grand nombre. L'eau devient verte, ces algues absorbent tout l'oxygène et donc elles détruisent, elles nuisent à toute la faune, les poissons notamment, et puis à la flore. Il n'y a plus d'herbes aquatiques dans l'Erdre. Mais c'est un exemple, mais on pourrait un peu le généraliser dans nos rivières, dans nos fleuves, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. C'est dû notamment aux nitrates, bien sûr, mais c'est dû également aux phosphates. Et les phosphates, on les trouve dans nos lessives, dans les produits détergents, etc. Et puis ici, vous avez la carte donc des zones vulnérables en nitrate. Hein, donc l'ouest n'est pas épargné, bien sûr, le nord de la France, la Beauce, un peu moins le sud-ouest et le sud-est. Mais vous voyez que les eaux sont relativement chargées en nitrate. Et là, c'est à partir de 4 mg par litre. Hein. 40, excusez-moi, 40. Donc, futur des défis demain, on peut dire que l'eau sera peut-être plus précieuse que l'or noir. Donc, pourquoi? Parce que l'eau, comme vous l'avez rappelé, c'est la vie. Hein, c'est évident. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que si on regarde les planètes du système solaire, la Terre est la seule planète avec de l'eau liquide. Donc, c'est la seule planète où on sait qu'il y a de la vie. Parce que sur les autres planètes, on doute aujourd'hui qu'il y ait quoi que ce soit, hein, parce que c'est soit de l'eau qui est gelée, ou c'est du méthane, ou c'est des choses différentes, donc qui sont impropres à la vie. Et quand on parle d'exoplanètes et puis éventuellement de vie sur ces exoplanètes, eh bien le critère c'est toujours est-ce qu'il y a présence ou non d'eau liquide. Donc c'est important, et c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, que l'eau était très précieuse, quoi. Donc on va terminer ici cet exposé, et puis on prend combien? 10 minutes? Un quart d'heure? Oui, d'accord. Et puis ensuite on passera aux questions. Bien, merci, bon rendez-vous tout à l'heure, donc plus tard à 22h.